Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver avec Anthony pour ce nouveau webinaire donc dédié à l'usurpation de l'identité Bonjour. numérique. Donc on va passer cette demi-heure ensemble pour parler de ce sujet de cybersécurité. Donc au programme de cette demi-heure ensemble, on va faire tout d'abord un panorama en fait des différents abus liés à l'usurpation de l'identité en ligne, notamment tout ce qui est relatif aux escroqueries financières, au détournement de marchandises, diffusion de fausses informations. Ensuite, on verra des solutions qui vont vous permettre de détecter ce type d'usurpation d'identité par mail. Ensuite, on parlera d'un sujet un petit peu plus particulier, c'est les possibilités de faire de l'usurpation d'identité sur votre propre nom de domaine. Donc à ce titre, Anthony vous présentera différents protocoles qui permettent de se sécuriser par rapport aux problématiques qu'on appelle d'email spoofing. Et puis on vous montrera un cas pratique sur Bimi. Alors peut-être que certains d'entre vous en ont déjà entendu parler, mais c'est un nouveau standard qui est assez utile, qui mêle en fait le marketing à la sécurité. On vous présentera ça à la fin de ce webinaire. Alors, pour rappel, Solidnames, donc notre cœur d'expertise, ce sont les noms de domaine Internet. Vous êtes nombreux à nous connaître et à participer à cette conférence. Donc, pour rappel, nous proposons des services de gestion de noms de domaine, de surveillance de noms de domaine. On fait également de la récupération, notamment via des rachats ou des backorders. Et puis, on a tout un pôle de valorisation des noms de domaine, et notamment des noms de domaine expirés, dont on a pu parler lors du dernier webinaire. Et vous savez également, donc, nous gérons également les noms de domaine NFT ainsi que les usernames sur les réseaux sociaux qu'on a pu vous présenter aussi précédemment lors d'autres événements. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet avec les problématiques d'usurpation d'identité en ligne. Donc, ce qu'on retrouve de façon la plus répandue, ce sont toutes les escroqueries financières. Alors, je vous ai mis ici quelques exemples avec le nom de domaine lafitte-fr.com qui a été enregistré par un tiers. On pourrait se dire en la regardant, le site associé, c'est une simple page parking avec des liens commerciaux qui renvoient autour du vin. C'est pas très grave. Mais en fait, c'est beaucoup plus grave que ça parce que derrière, il y a une activation d'un service de messagerie et on a un fraudeur qui a prétendu en fait appartenir au service comptable du château Lafite Rothschild. Et il a donc ensuite contacté des clients pour demander les paiements à un nouveau compte bancaire. Il cherchait en fait à modifier le RIB auprès de certains clients du domaine viticole. Alors heureusement, dans ce cas-là, un client vigilant a contacté la comptabilité du château pour vérifier si c'était bien eux, et c'est là que la supercherie a été démasquée. Donc, il faut être vraiment prudent. Un autre cas ici avec FR sopragroup-sopragroup.com qui a été enregistré. La même chose, la personne a prétendu faire partie du service comptabilité de Soprasteria, sauf que c'était pas le cas. Et il a ajouté au mail en fait des appels téléphoniques pour récupérer toutes les factures qui étaient dues à Soprasteria pour se les faire payer sur son compte. Ce qui est aussi assez intéressant, c'est qu'on voit de plus en plus maintenant, suite à la mise en place du RGPD, des communications officielles de sociétés qui disent attention, notre identité est actuellement usurpée, et ils vont publier sur leur site des avertissements. C'est ce qu'on voit ici sur le site de Soprastar. Donc des escroqueries financières, on en voit tout le temps. Ce qu'on voit aussi de plus en plus depuis quelques années maintenant, c'est des escroqueries au faux bon de commande. Pourquoi faire? Pour détourner de la marchandise. Vous avez ici deux exemples d'emails qui ont été utilisés, un contre Auchan et un contre Kingfisher, où un escroc va enregistrer le nom de domaine hypermarchéauchan.com et va se faire passer pour le responsable des achats de Auchan. Donc il explique c'est super, votre société nous intéresse énormément pour différents produits. On vous les commande, ils envoient des faux bons de commande, ils demandent la livraison à un endroit, les escrocs récupèrent la marchandise, et sauf que ce n'est jamais payé. Vous voyez ici aussi avec Kingfisher, qu'on connaît un petit peu plus en France sous les enseignes Castorama ou Brico Dépôt, qui vont proposer en fait, où on va aussi ici se faire passer pour le responsable des achats de Kingfisher, en disant on est très intéressé pour travailler avec votre entreprise.
l'entreprise, mais nos conditions de règlement, c'est par 30 jours. Donc d'abord, vous nous livrez la marchandise et puis on vous paiera. Bien entendu, ils récupèrent les marchandises, mais jamais vous n'êtes payé. Et les pauvres, entre guillemets, fournisseurs qui se sont fait avoir, appellent Kingfisher au bout de 40, 50 jours en disant on ne comprend pas, on n'est toujours pas payé. Et c'est là où ils se rendent compte que finalement, leur identité a été usurpée. Donc, attention à ce type de pratique. Donc là, on a parlé de grosses structures, mais ça peut aussi cibler des structures beaucoup moins importantes, des PME. Ce cas a été assez intéressant, il s'est passé il y a quelques semaines, où c'est une société donc, qui est spécialisée dans les panneaux photovoltaïques, qui a été victime d'une arnaque à l'investissement, à l'investissement dans la transition énergétique. Qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est que ce nom, Helio Logistique, en fait, la société qui s'appelle comme ça n'avait pas enregistrer son nom de domaine. Donc, ça a été super simple pour l'escroc d'enregistrer le nom de domaine, de mettre en place un faux site. De ce fait, quand on tapait Helio Logistique pour en savoir plus par rapport à cette arnaque à l'investissement dans la transition énergétique, on tombait sur le faux site de l'escroc. Pour aller encore plus loin, l'escroc, lorsqu'il avait déposé le nom de domaine, il avait usurpé l'identité de cette société, c'est-à-dire que dans le WIZ, il avait mis le nom de la société, le nom de ses dirigeants. Et donc, cette arnaque a très bien fonctionné. Elle a mis également un extranet à disposition. Elle a été répertoriée sur la liste noire de l'AMF, qui est l'autorité des marchés financiers. Et pour vous donner un ordre d'idée, le préjudice moyen sur cette arnaque était de 70 000 euros, donc de personnes qui pensaient investir dans la transition énergétique avec les panneaux photovoltaïques et qui se sont fait avoir de cette façon-là. Donc, ça ne touche pas uniquement les grosses sociétés, ça peut aussi également toucher des PME, comme on le voit ici. Deux derniers cas que je voulais vous montrer autour de ces panoramas des arnaques liées à l'usurpation d'identité, c'est parfois la diffusion de fausses informations. Alors, on cite souvent dans ce cas-là le cas de Vinci en 2016, dont le cours de bourse avait vacillé de 20% suite à la diffusion d'un faux communiqué. Je voulais vous montrer un cas un peu moins grave d'un étudiant en fait de l'Université de Paris qui a enregistré donc uparis5.fr. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a usurpé l'identité du directeur de l'université pour contacter des professeurs pour avoir le sujet de fin d'année. Et ensuite, il a envoyé un mail à tous ses camarades de classe pour leur dire que l'examen, le concours qui avait lieu, finalement, il était annulé, que ce n'était pas la peine de se rendre à l'examen. Il a diffusé cette fausse information-là. Donc, en gros, il était plus que tout seul pour le concours et il avait le sujet. Mais c'était un petit peu trop voyant, peut-être, dans ce cas-là. Autres éléments qu'on retrouve beaucoup au niveau des sociétés sont également les usurpations d'identité des services de ressources humaines. Alors là, on est très proche des problématiques de phishing. C'est qu'il y a des personnes qui vont enregistrer donc, des noms souvent de sociétés assez connues où ils vont se faire passer pour le service des ressources humaines et ils vont demander aux candidats plein d'informations personnelles, des données bancaires, numéro de sécurité sociale, des copies de passeport, etc. Et ces informations vont servir par la suite pour commettre des infractions et sont souvent vendues également sur le dark web. Dans ce type de cas, on a aussi parfois une arnaque financière qui est liée en plus de la donnée des collègues personnels. Prenez le cas de Nestlé Europe, par exemple, .com, qui a été enregistré. Là, des personnes étaient retenues, soi-disant, pour un stage rémunéré chez Nestlé, mais il fallait payer en avance son logement, son assurance maladie, et bien entendu, c'était une arnaque. Alors concrètement, Anthony, comment prennent la forme de ces mails? Parce que là, on prend pas mal de cas, mais à quoi ça ressemble? C'est tout à fait, disons, banal, c'est-à-dire que le mail frauduleux, quand il arrive dans une interface de messagerie classique. Et le premier moyen, en fait, de se protéger contre ces usurpations d'identité, c'est de former, en fait, les utilisateurs et les collaborateurs. Il faut savoir que plus de 9 cyberattaques sur 10 commencent par l'envoi d'un simple mail. Donc, on est loin, en fait, de la vision du hacker qui utilise des moyens très technologiques pour arriver à ses fins. Le mail, dans 90% des cas, c'est la porte d'entrée pour, on a vu des exemples, des fraudes au président, de l'extraction de login et de mots de passe, ou bien la dissémination de virus. Donc, c'est important pour les collaborateurs notamment, d'avoir conscience des éléments auxquels il faut prêter attention quand on reçoit un mail, et puis d'avoir de bons réflexes. Donc, dans ici l'interface Gmail, par exemple, on peut facilement identifier deux éléments. C'est d'abord l'adresse mail de l'expéditeur, donc ce qu'on peut trouver donc en général dans
dans le haut du message. Et puis, les adresses, les URL vers lesquelles on veut vous emmener en survolant les liens qui sont présents dans le mail avec l'adresse qui est divulguée, disons, au survol sans avoir besoin de se rendre sur le site concerné. Ensuite, une fois qu'on a identifié ces éléments-là, il faut savoir un peu les analyser. Dans le cadre d'une usurpation d'identité par mail, on va avoir souvent une usurpation qui va porter sur l'adresse mail elle-même. Donc, une adresse mail, comment ça se décompose? À gauche de la partie arroba, on va avoir un nom d'utilisateur, ici Pierre.Martin, et à droite, on va retrouver un nom de domaine. Nom de domaine, donc, qui peut être l'objet de l'usurpation. Ce nom de domaine, il faut savoir qu'il s'analyse de la droite vers la gauche, c'est-à-dire qu'il faut commencer par lire l'extension d'abord. Des extensions, il en existe un grand nombre, à peu près 1500, donc un orange point quelque chose, on peut en avoir plus de 1500 versions. Les usurpations d'adresse mail, elles vont pouvoir porter sur ces différents composants. Donc voilà quelques exemples. Une usurpation du nom d'utilisateur, carte-grise@yahoo.fr, qui voudrait se faire passer pour un service des cartes grises. Il faut aussi avoir du bon sens et puis de la méfiance. Les services de l'État ne communiquent pas en général sur des adresses en yahoo.fr. Deuxième exemple qui va porter sur l'extension elle-même, support@google.xyz. Eh bien, c'est une adresse qui veut se faire passer pour l'adresse du support technique de Google, mais déposée dans une extension, disons, fantaisiste, en tout cas non officielle, qui a d'ailleurs vu beaucoup d'usurpations d'identité, en tout cas de cybersquatting se faire, puisque c'est une extension qui a été gratuite pendant de nombreux moments. Dernier exemple, c'est ce qui justifie de lire le nom de domaine de la droite vers la gauche, c'est l'utilisation de sous-domaines qui veulent se faire passer pour des noms de domaine. Donc ici, on a un direction @impôt.gouv.fr, .nom de domaine gratuit.fr. Donc si on lit ça depuis la droite, on voit qu'on a affaire à l'extension française. Le nom de domaine, c'est nom de domaine gratuit. Et puis, devant, on peut ajouter ce qu'on appelle un sous-domaine. Sous-domaine plus classique, ce sont les 3W points. Eh bien, cette écriture-là, elle peut être utilisée pour imiter une adresse officielle du service des impôts, par exemple. Côté adresse web, il faut savoir identifier, bien sûr, le nom de domaine qui va se trouver entre la deuxième et la troisième barre oblique pour bien identifier la partie nom de domaine et toujours lire de droite à gauche, en fait, pour identifier le nom de domaine et surtout son extension. Et donc, dans des cas comme celui-ci, premier réflexe, c'est si on ne connaît pas l'expéditeur, on jette le mail à la poubelle. On ne cède pas à la curiosité d'aller voir ce qu'il y a derrière les liens qui vous sont, disons, envoyés. Si on s'intéresse à l'écriture du nom de domaine qu'on a ici et du lien qui apparaît au survol, on va retrouver donc un drive-google.com avec le double tiret à la place de l'habituel point qu'on a sur le service, par exemple, de partage de fichiers de Google. Deuxième point, c'est si on tombe sur une adresse de partage de fichiers qui ne commence pas par un HTTPS, on peut se douter qu'il s'agit d'un cas, disons, factice, quoi. Deuxième exemple, ici, l'envoi d'un mail de la part d'un prétendu conseiller bancaire avec une adresse du Crédit Agricole qui se finirait en .xyz. Donc, c'est un exemple parmi d'autres, mais en général, les services que vous utilisez régulièrement, vous connaissez les adresses officielles. Et donc, il faut entraîner son œil à analyser les extensions sur lesquelles sont déposés ces noms de domaine-là. Voilà pour ça. Donc, la partie vraiment formation des collaborateurs est très, très importante pour lutter contre ces cas d'usurpation d'identité par email. Donc, pour détecter ces noms de domaine qui vont être enregistrés par des tiers, on parle bien de noms de domaine qui sont différents que des noms de domaine qui sont utilisés par l'entreprise, il y a des services, notamment celui que peut proposer Solinems, qui s'appelle Brand Alert. Donc, Brand Alert, c'est un système qui va vous permettre d'être alerté dès que quelqu'un va enregistrer un nom de domaine reprenant votre marque.
que ce soit votre marque à l'identique, au contenant, donc la marque associée à un terme comme groupe ou FR, comme on l'a vu tout à l'heure avec Soprasteria, à l'approchant aussi, c'est-à-dire avec des fautes, ce qu'on appelle du typo squatting, et même des homoglyphes, hein, c'est-à-dire l'utilisation d'orthographes, de caractères très proches en fait de caractères qu'on utilise habituellement. Donc dès qu'il va avoir un enregistrement qui va être détecté, vous allez recevoir une alerte hein, par mail qui prend la forme que vous voyez sur la capture d'écran, qui va être donc archivé, horodaté. Et depuis que nous avons créé Solidnems, hein, nous avons tout de suite mis en place en fait un service qui permet d'être alerté s'il y a un serveur de messagerie qui est associé lors du dépôt. Donc tout de suite, on a l'information si potentiellement il y a un service de messagerie qui est associé au nom de domaine litigieux pour ces problématiques d'usurpation d'identité. Donc ça, c'est quand vous avez un nouveau dépôt qui est détecté. Et quand il y a un dépôt qui est un petit peu sensible, on va donc pouvoir le monitorer via un service qui s'appelle CQRL. Donc, Grande Alerte est disponible à 1 euro par jour et CQRL est disponible à 10 centimes par jour, où tous les jours, on va contrôler comment évolue le nom de domaine au niveau du WIS, au niveau du site Internet, mais également au niveau du mail. Et notamment, vous allez recevoir des alertes donc quand vous allez avoir des modifications. Ah, il n'y avait pas de serveur de messagerie, il y a un serveur de messagerie. Ah, il y a une activation de telle boîte mail. Hop, vous êtes alerté directement. Et toutes ces informations vont être collectées, archivées et horodatées sur votre extranet client où tous les jours, vous allez avoir les informations telles qu'elles ont été archivées et horodatées sur votre compte. Et lorsque vous avez un point rouge, c'est un changement, c'est-à-dire que vous avez reçu une notification par mail et vous pouvez avoir l'information. Donc, c'est vraiment très utile pour suivre de façon quotidienne, régulière, des noms de domaine potentiellement sensibles, mais des noms de domaine qui sont enregistrés par des tiers. Pourtant, l'usurpation d'identité, elle peut arriver aussi sur son propre nom de domaine. Oui, et ça, effectivement, c'est vraiment un écueil qui est souvent, qui est dramatique et qui peut conduire à disons, des tentatives de phishing ou d'usurpation très convaincantes. C'est que, effectivement, il est possible d'envoyer un email de la part d'un utilisateur via un tiers. En fait, on va voir ce qui se passe en fait dans le cas d'un envoi d'email, dans le cas, disons d'abord dans le cas normal. Donc, on va avoir joe@example.com qui cherche à envoyer un mail à suzy@provider.fr. Donc, il va, dans son logiciel de messagerie, taper les informations de son mail, hein, le sujet, est-ce que tu veux venir dîner, voilà le contenu du message. Il tape l'adresse, enfin, son logiciel de messagerie renseigne son adresse d'expéditeur, il renseigne l'adresse du destinataire. Ça va résider dans deux parties techniquement dans le message, l'entête et le corps du message. Quand il clique sur le bouton envoyer, son serveur de messagerie va procéder à l'envoi du mail et va démarrer une session donc, qui suit le protocole SMTP avec le serveur de messagerie de suzy@provider.fr. Ce serveur de messagerie, il est déterminé en interrogeant le DNS pour trouver les serveurs MX du nom de domaine associé au nom de domaine provider.fr. Cette session SMTP, donc, elle est très protocolaire et il y a beaucoup de respect mutuel là-dedans. On voit que voilà, le serveur de l'expéditeur salue le serveur du destinataire qui lui répond en disant hello également. Puis après, en vert, le serveur de l'expéditeur s'annonce en disant voilà, je vais écrire de la part de joe@example.com. Là, le serveur du destinataire dit OK. J'écris à destination de suzy@provider.fr. Donc là, il dit OK si il a bien un compte de messagerie qui existe dans son paramétrage. Et puis, la suite du message, c'est l'envoi des entêtes et du contenu du message. Une fois que cette session elle s'est terminée, Suzy reçoit un nouveau mail dans son logiciel de messagerie et peut le lire. Donc ça, c'est le cas normal. Dans le cas anormal, on va avoir un email spoofing où un tiers criminel va mettre en place un serveur de messagerie et la programmer pour qu'il puisse envoyer en fait des mails de la part de joe@example.com. Donc là, il va pouvoir écrire un nouveau contenu de message avec les mêmes entêtes. J'écris à Suzy, je suis Joe. Et puis là, c'est une arnaque. J'ai pas d'argent, est-ce que tu peux m'aider à payer cette facture? Je suis coincé avec ma voiture. La session SMTP qui part d'une adresse IP différente de celle habituelle du serveur de messagerie de Joe,
elle va se dérouler exactement de la même façon. Et au moment où donc le criminel s'annonce en tant que Joe à example.com, par défaut, le serveur de messagerie ne fait pas d'autres vérifications et accepte cette information comme étant vraie par défaut. Et donc là, Suzy, de la même façon, va recevoir un email dans sa boîte avec potentiellement des informations trompeuses et porteuses de difficultés. Donc, depuis que Internet existe, le drame, c'est que le protocole email, et donc ce fameux protocole SMTP, il ne garantit pas l'authenticité de l'expéditeur. Donc, ce qui permet de mettre en place, d'usurper l'identité d'une adresse mail existante sans difficulté particulière. Alors, fort heureusement, c'est bien moins le cas grâce à ce qu'on va voir par la suite. Mais quels sont les risques ici? Pour analyser ces risques-là, il faut bien différencier deux types de publics différents qui seraient victimes de ces usurpations d'identité. Il y a d'abord vos collaborateurs, c'est-à-dire, ou en tout cas les gens qui partagent le même domaine de messagerie que vous, une adresse mail corporate, chez nous, solidnames.fr, adresse de Jean-François ou la mienne. Il y a voilà, ce public-là. Et puis, il y a tous les tiers, donc nos prospects, nos clients, nos fournisseurs, tous les gens auprès de qui on pourrait chercher à écrire en notre nom. Donc, pour les collaborateurs, le problème, il est plus simple parce qu'on a la main sur sa propre infrastructure de messagerie d'entreprise. On choisit ses propres solutions anti-spam, antivirus, anti-usurpation pour le nom de domaine officiel. Donc, c'est facile de dire, je sais qu'un mail qui vient de la part de solidnames.fr, il ne viendra jamais depuis une autre adresse IP que celle-ci. Donc, on peut écrire en dur, dans la configuration de la messagerie d'entreprise, ces règles-là. Donc ça reste utile malgré tout pour notamment ne pas prêter le flanc à des attaques de type fraude au président où on essaye d'usurper l'identité d'un collaborateur ou d'un supérieur. Les attaques ciblées de la même façon ou la dissémination de virus. Par contre, pour les tiers, en fait, le problème de l'usurpation d'identité est vraiment pour les tiers parce qu'il va falloir donc chercher à les protéger contre ce type d'attaque. Et ça se justifie vraiment quand vous êtes éditeur d'un service accessible en ligne avec des utilisateurs qui ont des identifiants et des mots de passe, style service bancaire, messagerie, plateforme de réseaux sociaux, ou même si vous avez un espace client protégé par login et mot de passe, là, vous pourrez être victime de campagnes de phishing via l'usurpation de votre mail votre adresse mail habituelle. Si vous vendez en ligne, vous faites des campagnes d'email marketing, à ce moment-là, vous pouvez être victime de rejeu de vos derniers envois de newsletter pour faire du détournement de clientèle ou vendre des faux produits. Mais dans tous les cas, les conséquences, elles seront pour vous ou votre organisation parce que vous aurez potentiellement des atteintes à la sécurité des données si les identifiants sont divulgués. Une atteinte à votre image, si jamais des clients s'adressent à vous pensant avoir fait une commande sur le site officiel et ne recevant pas les produits. Et donc, vous allez aussi avoir le coût de traitement des plaintes à assumer. Donc, c'est vraiment dans ces cas de figure-là, c'est la protection des tiers, si vous êtes dans ces cas de figure-là, qui justifierait le déploiement en fait, de ces solutions qui vont permettre de renforcer justement l'authentification de l'adresse mail de l'expéditeur. Et donc, ce qui est mis en place, ce qui a été mis en place, ce sont 3 protocoles, SPF, DKIM et DMARC, qui permettent de renforcer cette sécurité-là. Donc, rapidement, comment ça marche? On va voir SPF en premier. Ça permet d'indiquer, dans le cadre de l'échange qu'on a vu, quelles sont les adresses IP qui sont autorisées à écrire en votre nom de domaine. Donc là, dans le cas précédent, on voit que via un enregistrement DNS spécifique, public, accessible à tous, on va pouvoir indiquer que l'adresse IP qui est officielle et qui a le droit d'écrire pour exemple.com, c'est 212, 227, 126, 130. Donc bien celle-ci. Et à la fin, on indique -all pour indiquer et aucune autre. Côté réception, un serveur de messagerie qui respecte SPF va contrôler, lorsqu'on s'annonce comme étant exemple.com, que l'adresse IP à laquelle je suis en train de parler, c'est bien celle qui est listée dans le SPF. Et ensuite,
il va y avoir un choix, une politique à appliquer, en fait, qui va dépendre des différents prestataires. Et le choix, ça va être de mettre le mail, marquer le mail comme spam ou ne pas le délivrer. Mais donc, ce choix, il appartient à l'hébergeur de la messagerie qui reçoit le mail. Et ça, c'est un problème puisque on n'a pas un traitement homogène de ces règles de filtrage. C'est pour ça qu'a été introduit donc DMARC, qui est le deuxième protocole qui permet de lutter contre l'usurpation d'identité, qui vous permet à vous de dire quelle est la politique que je veux voir appliquée en cas de non-conformité. Et là, cette fois-ci, c'est un deuxième type d'entrée DNS qui est publié, qui permet ici en rouge de choisir parmi une politique parmi 3 possibles en cas de non-conformité, par exemple du SPF. On peut indiquer je n'applique rien de particulier, donc je délivre quand même le message à mon destinataire. Je souhaite, sinon, que le message soit mis en quarantaine, donc qu'il soit marqué comme du spam. Ou bien, troisième choix, plus fort et le plus protecteur pour les utilisateurs, je reject, c'est-à-dire que je ne délivre même pas le mail dans la boîte de réception. Et l'intérêt également de DMARC, c'est qu'en complément d'appliquer cette politique-là, qui est la vôtre, qui ne ressort pas seulement de l'hébergeur de messagerie, le serveur qui va traiter un mail non conforme va envoyer un mail technique à une adresse que vous indiquez également, qui va vous permettre d'être alerté, en tout cas du volume et de l'origine des mails non conformes. Donc, si vous êtes victime d'une campagne massive d'attaques de phishing, avec des marques, même avec une politique, disons, conservatrice, laxiste, qui va laisser passer les messages, vous aurez l'information de il y a un volume de messages qui n'est pas conforme, qui a été envoyé à des tiers en mon propre nom. Donc, c'est aussi un outil d'analyse et de monitoring qui est vraiment très intéressant. Les autres éléments, en fait, qui ont été déployés, permettent de répondre à des cas qui restent problématiques. C'est le cas des emails qui sont redirigés. Bien souvent, on reçoit un mail sur une boîte et puis on se le retransmet, par exemple, sur une autre boîte. Ici, quand on écrit à suzy@provider.fr, maintenant, Suzy a mis en place une redirection pour se renvoyer tous ces mails sur suzy1980@gmail.com. Ça pose des problèmes avec seulement SPF et des marques. C'est que l'adresse duquel arrive le message retransmis n'est pas listé dans le SPF, ou bien le domaine qui émet le message n'est plus celui qui avait été utilisé initialement. Donc, dans les deux cas, ça va pénaliser en fait la délivrabilité, et c'est problématique dans le cas de campagne d'email marketing. Et c'est pour ça qu'a été ajouté également donc l'utilisation de DKIM, qui permet, donc pour être rapide sur le sujet, de rajouter une signature dans les en-têtes du message à la sortie en fait du serveur de l'expéditeur. Et cette signature, elle peut être vérifiée côté destinataire grâce à une troisième entrée DNS. Tout ça, c'est basé sur le DNS, c'est des infos publiques qui permettent de vérifier que le mail n'a pas été modifié en cours de cheminement, et qui permet aussi d'authentifier le nom de domaine de l'expéditeur. Donc, si SPF ne marche pas, on peut se rattraper en utilisant des KIM. C'est pour ça qu'il faut vraiment à tout prix déployer les deux quand c'est possible pour avoir une politique des marques efficace qui préserve la délivrabilité de vos messages et que le remède ne soit pas pire que le mal en ayant des mails qui n'arrivent jamais chez vos destinataires légitimes parce que vous avez un problème donc, de contrôle de ces messages. Donc voilà, avec ces trois protocoles, on peut protéger les tiers contre les usurpations d'identité qui portent sur votre propre domaine de messagerie. Ça, est-ce que ça marche dans 100% des cas? La réponse, malheureusement, c'est non, puisque ça dépend de ce qui va se passer côté réception. Donc ici, sur ce graphique, on a un extrait de notre logiciel de suivi de tous les petits messages des marques qui sont envoyés quand il y a un problème d'alignement avec un message reçu. Ça se lit en fait du haut de la liste vers le bas et on voit les opérateurs qui envoient ces messages-là avec les volumes les plus importants en haut. Ce qu'on voit,
c'est qu'on va avoir les messageries opérées par Google, donc tout ce qui est Gmail, G Suite, les messageries Yahoo, et puis tout ce qui est messagerie Office 365, Outlook. Et puis ensuite, on va trouver des services bancaires, hein, ce n'est pas une surprise, BNP Paribas, E-Y aussi, c'est un service, service bancaire, Cisco. Et si on descend la liste, on va trouver, ah tiens, la Banque Postale, un acteur français ici, c'est plutôt une bonne nouvelle, l'Union européenne, la Poste.fr, EDF, l'université, voilà, ce n'est qu'un échantillon en fait de ce qu'on a pu rencontrer via la surveillance de les différents domaines pour lesquels on a mis en place ces protections. Le problème là-dedans, c'est qu'on ne trouve pas SFR, on ne trouve pas Free, on ne trouve pas Bouygues, on ne trouve pas Orange non plus. Et donc, les personnes qui recevraient une usurpation d'identité chez ces prestataires-là, bah, malheureusement, n'auraient pas la protection que peut apporter des marques, des KIM, etc., puisque ces protocoles-là ne sont pas implémentés chez ces fournisseurs-là. Donc, globalement, il faut avoir en tête que vous allez avoir une protection pour entre la moitié et les trois quarts, on va dire, des destinataires. Ça n'est qu'une protection qui va être statistique, c'est-à-dire que le volume d'usurpation d'identité va être réduit, mais il ne sera pas amené à zéro. Fort heureusement, ces protocoles-là sont de plus en plus adoptés, et donc on peut espérer que d'ici quelques années, même les acteurs français, on a vu la Poste qui est arrivée en fait en tant qu'acteur sur cette conformité-là assez récemment, mais eux ont fait l'effort de mettre à jour leurs infrastructures pour protéger leurs utilisateurs. Quand vous avez fait en fait tout cet effort de sécurisation, eh bien, il y a un quatrième protocole qui a été mis en œuvre dernièrement et qui vous apporte cette fois-ci un intérêt en termes de visibilité dans les boîtes de réception de vos utilisateurs. Le fameux BIMI. Le fameux BIMI, voilà. Qu'est-ce que permet en fait ce protocole-là? C'est de publier et d'avoir le contrôle, encore une fois, via des entrées DNS sur le logo qui devrait être utilisé et affiché dans les boîtes de réception en fait quand vous envoyez un mail. Et donc ça c'est opérationnel et ça fonctionne aujourd'hui si vous utilisez un client de messagerie Apple Mail, l'interface Gmail, les boîtes mail de la Poste ou Yahoo. Si vous recevez un mail de la part de solinems.fr, vous verrez ce logo, qui est notre logo officiel et donc qui a été donc publié via une entrée BIMI. Donc les étapes du déploiement de BIMI, c'est d'abord d'avoir fait le travail nécessaire pour être compliant avec donc une politique des marques, qui soit au moins quarantaine ou reject. Donc il y a ce premier travail-là à faire. Et puis ensuite, il faut créer votre logo au bon format, faire un enregistrement de ce logo en tant que marque, ça c'est important, et obtenir un certificat spécifique qui va permettre de faire, d'authentifier en fait votre logo enregistré. Et une fois que ces informations-là sont réunies, vous publiez typiquement une entrée DNS qui va contenir un lien vers le logo à utiliser et un lien vers le certificat de marque vérifié qui authentifie que c'est bien votre logo qui correspond à votre marque déposée qui a été utilisée. Et avec cet outil-là, en fait, vous avez la récompense, entre guillemets, visible du travail de sécurisation de votre messagerie qui a été fait, puisque vous pouvez communiquer auprès de vos utilisateurs et avoir un rappel visuel via la marque officielle, disons, à l'inverse de ce qu'on trouve habituellement, qui est un petit logo qui contient une lettre comme ça, ou bien un profil de réseau social un peu arbitraire qui va être utilisé par les différents clients de messagerie. Donc voilà, pour conclure, ce qu'on peut dire, c'est que vous pouvez améliorer la sécurité et protéger l'image de votre organisation en formant les collaborateurs, en surveillant les noms de domaine litigieux, bien sûr, et puis en appliquant quelques réglages DNS simples. Techniquement, c'est pas très complexe, mais il y a
une façon de faire pour éviter justement de pénaliser sa délivrabilité. Donc, on a compris, hein, pour les noms de domaine qui sont déposés par des tiers, on a les solutions Brand Alert et CQRL, donc qui permettent Brand Alert de détecter un nouveau dépôt, CQRL de suivre un dépôt potentiellement sensible. Si vous voulez savoir en fait si votre messagerie, votre propre nom de domaine est protégé ou pas contre l'usurpation d'identité, on a un outil de diagnostic qui permet de le faire. On l'a fait avec certains d'entre vous pour vérifier si les entrées SPF des marques, etc. sont déjà mises en place. Hein. Et on a une mission de consulting, d'accompagnement qu'on propose là-dessus qui s'appelle Druid. Donc c'est un forfait qu'on propose à un petit peu moins de 1 000 €, à 996 €. Et puis donc nous avons une dernière offre pour Bimi. Donc en quelques mots, Anthony. Oui, bah, donc au préalable, il faut avoir effectivement déployé correctement SPF, des KIM et des marques. Pour Bimi, en fait, ce qui permet d'afficher votre logo dans les boîtes de réception de vos utilisateurs, on a une assistance pour le déploiement de Bimi. Donc là, ça passe par la validation du format vraiment technique du logo. L'assistance pour l'obtention du certificat VMC, et puis la partie configuration DNS. Le délai moyen pour réussir à un déploiement comme ça va être 2 mois. Sur le déploiement de SPF, des KIM et des marques, il faut compter à peu près 3 mois. C'est le temps nécessaire à analyser les messages qui sont envoyés, de s'assurer que votre délivrabilité est bien garantie. Avant de pouvoir mettre une politique de filtrage plus forte, idéalement à reject. En termes de coûts sur Bimi, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que nous, notre accompagnement, il est à ce niveau-là. Il faut également prévoir un dépôt de logo en tant que marque, qui lui va être valable 10 ans. Ça, vous pourrez l'obtenir sur devis auprès de votre conseil en pays préféré. On en a beaucoup à vous suggérer si vous n'en avez pas. Mais globalement, sur notre propre expérience, il faut compter un budget légèrement inférieur à 1 000 € pour ce dépôt de marque. Et ensuite, ce qui a un coût non négligeable et qui a un abonnement annuel, c'est l'obtention et le renouvellement du fameux certificat VMC. Qui va justement authentifier votre logo. Mais c'est aussi un moyen d'avoir plus de visibilité. Alors, d'après les statistiques, le taux d'ouverture des messages accompagnés de Bimi est supérieur. Donc, c'est un moyen d'unifier cybersécurité, domaine juridique et marketing. Et donc, au sein des organisations, je crois que ce n'est pas toujours le cas. Mais là, il y a des arguments pour chacune des parties prenantes. Parfait. Voilà merci Anthony pour le sujet technique, mais je suis désolé pour les détails, mais ils sont nécessaires malheureusement pour bien comprendre ces problématiques. Alors, on va en profiter de ces dernières minutes ensemble pour prendre les quelques questions. Il y en a quelques-unes qui sont arrivées, Anthony, donc je te laisse en prendre connaissance. Donc, on a notamment une question de Steve qui demande par rapport au paramétrage SPF. Ouais, en fait, quand on publie donc cette fameuse liste d'adresses IP officielles pour le SPF, à la fin, en fait, je vais essayer de reprendre la diapo correspondante. On indique la liste des adresses IP qui sont officielles pour notre nom de domaine. Et puis, au bout, là, on peut mettre un tilde, all, ou un -all. Le -all, il indique si l'adresse IP ne figure pas dans cette liste, je refuse. La vérification SPF est un échec. Avec le tilde, et c'est ce qu'on voit souvent, on indique qu'on est en phase de transition, c'est-à-dire qu'on est en train de déployer SPF et que même s'il n'y a pas l'adresse IP officielle, il ne faut pas considérer ça comme un échec. Donc, avoir une entrée SPF avec un tilde au bout, c'est pas du tout protecteur et il faut vraiment s'efforcer de déployer cette entrée SPF avec le -all au bout. C'est la seule, c'est juste un caractère, mais il fait vraiment la différence en termes de protection. Donc, on le recommande. On le recommande, et oui, c'est celui qu'il faut adopter. Alors il faut réfléchir aussi à si c'est une nouvelle, un nouveau déploiement de messagerie sur un nouveau nom de domaine, vous mettez ça par défaut.
il n'y a pas de problème. Si vous avez une messagerie qui est déjà en place, il faut avoir vraiment une liste d'adresses IP qui soit parfaitement à jour avant de mettre en place ce moins all, parce que si jamais vous avez oublié de lister une IP légitime, bah, vous allez avoir des mails qui n'arriveront plus à des destinataires potentiellement légitimes. Donc, dans notre accompagnement Android, c'est essentiellement ce qu'on vous accompagne à faire, cette transition vers quelque chose de vraiment restrictif. Alors, il y avait quelques questions sur les classes de produits pour déposer les marques, mais je vois que entre les deux Armel, il y a eu la réponse. Hein, donc, le dépôt de marque doit se faire dans les classes qui correspondent à votre activité. C'est ce qu'on a pu faire de notre côté. Il y a une question d'Anthony qui nous demande s'il n'est pas simple de falsifier un logo avec BIMI. Dans quel sens parce que... Alors, si Anthony, vous pouvez éventuellement préciser votre demande. En attendant, je vais prendre l'autre question. Derek qui demande pourquoi les opérateurs tels n'utilisent pas les sécurisations mail, d'après nous. Trop de rejets. Les opérateurs français, par exemple, j'imagine. À mon avis, c'est juste que le déploiement sur des grosses infrastructures doit être compliqué. Et c'est vraiment dommage parce que ça laisse se dérouler voilà, un grand nombre d'attaques qui pourraient être évitées en fait en utilisant ça, et ça favorise l'adoption en fait des opérateurs qu'on a vus en tête de liste, c'est-à-dire Google. Voilà. Enfin, en termes de souveraineté, c'est quand même problématique. Ce qui est rassurant, c'est qu'on voit que finalement, c'est La Poste qui est plus compliant aujourd'hui parmi les opérateurs français, mais ça serait bien qu'Orange. Enfin, puis il n'y a pas que ça aussi. Il y a quel est votre prestataire d'hébergement pour vos mails corporate. Il y a pas mal d'opérateurs qui ne permettent pas d'appliquer, par exemple, la signature avec DKIM. Je ne vais pas citer de nom ici, mais voilà, dans l'écosystème francophone. Français, on a peu d'hébergeurs de solutions mail qui proposent d'appliquer DKIM sur les mails sortants qui sortent de vos serveurs de messagerie chez eux. Et ça, c'est aussi un problème. Alors, il y a un autre message de la part de Gaël, notamment sur les noms de domaine défensifs. C'est vrai qu'il ne faut pas oublier, donc, typiquement, nous on communique sur le .fr, mais on a aussi notre nom de domaine en .com. La bonne pratique sur les noms de domaine qui sont défensifs, c'est de dire de tout rejeter quand on sait que ce nom de domaine n'a pas vocation à envoyer du mail. Et ça, c'est une option donc, de sécurisation des mails que nous, on met par défaut sur l'ensemble des noms de domaine qu'on gère pour nos clients. C'est-à-dire que si le client le confirme, par défaut, tous les noms de domaine qui sont déposés de façon défensive, donc mon.net, mon.info, mon.org par exemple, on va dire tu rejettes parce qu'on sait que ce nom de domaine n'a pas vocation à envoyer du mail, et c'est plutôt une bonne pratique qui est recommandée. C'est ce que suggère Gaël, effectivement, c'est que sur un nom de domaine dont on veut annoncer au reste du monde qui n'a pas vocation à envoyer le moindre mail, on va publier une entrée SPF ici, on va dire qu'il n'y a pas d'adresse IP whitelistée, il y a un -all au bout, et on peut en complément poster une politique des marques directement sur Reject. Donc là, c'est une manière explicite de dire aucun mail n'est légitime depuis ce domaine de messagerie. Donc sur tous les dépôts défensifs, c'est ce qu'on recommande de déployer. Alors, il y a Anthony qui précise sa question par rapport au logo. Finalement, qu'est-ce qui empêche quelqu'un de faire un logo ressemblant au logo de l'entreprise à protéger et faire un enregistrement avec un nom de domaine proche du domaine de l'entreprise à protéger? Faire un logo ressemblant au nom de l'entreprise. Donc déjà, il y a un dépôt de marque. Enfin, s'il veut déployer ce logo au titre d'un logo qui va apparaître dans les boîtes des destinataires avec BIMI, il faudra qu'il fasse un enregistrement de ce logo au titre de marque. Donc là, il y a déjà, je ne suis pas juriste, mais les offices de marque font les CPI font des surveillances justement sur les dépôts de logos. Ils peuvent faire opposition au dépôt d'un logo qui serait trop similaire au logo officiel. Ça, c'est une première étape. Ensuite, il faudrait que le déploiement de tout ce qui a été cité avant, donc SPF, DKIM et des marques, soit
opérationnel également pour le logo contrefaisant. Et puis, avoir fait la dépense aussi du fameux certificat, enfin du dépôt de marque et du certificat, du certificat VMC. Donc, ça fait des barrières. Ouais. Ouais. En général, les cybercriminels essaient d'avoir des gains rapides dans la plupart des cas. Donc là, c'est techniquement possible, ouais. Mais il faut mettre quand même pas mal de moyens et espérer que la société en face n'ait pas de surveillance de marque, notamment parmi les logos, pour essayer de passer entre les mains du filet. Oui, tout à fait. Autre question de Fabrice. Bonjour, savez-vous comment certains fraudeurs font pour s'immiscer dans des échanges d'emails légitimes en y insérant l'adresse mail frauduleuse? Oui, là, le plus probable, c'est le piratage de la boîte, c'est-à-dire d'avoir la capacité de se connecter à l'interface de consultation des messages à votre place. Donc, typiquement, login mot de passe qui aura fuité ou qui aura été un même mot de passe qui est utilisé à différents endroits et qu'un pirate qui va récupérer des failles, par exemple, de plateforme, comme il y en a eu récemment sur Twitter. Il y a l'identifiant et éventuellement le mot de passe. La première chose que vont chercher à faire ces criminels, c'est de se reconnecter à la partie messagerie. Et dans ce cas-là, on a accès aux échanges et puis on peut. Alors là, c'est encore plus convaincant parce que d'une part, on peut écrire depuis votre vraie adresse, depuis votre vraie boîte mail, avec une multitude de détails sur l'échange dans lequel vous allez chercher à vous immiscer. Une autre question d'Armel, dans le cas du logo subliminaire, est-ce qu'il peut être attaqué pour contrefaçon par le titulaire du logo authentique? Donc oui, là-dessus, si vous êtes titulaire du logo et de la marque enregistrée, a priori, vous allez pouvoir vous opposer à quelqu'un qui ferait cette démarche-là. Une autre question de Gaël, si je bloque le ND des racines avec un SPF, cela bloque également le spoofing ou les sous-domaines, ou est-ce que je dois créer des enregistrements spécifiques pour chaque sous-domaine, ou possibilité d'un wildcard pour bloquer tous les sous-domaines d'un bloc? Ça peut être notamment le cas d'organisations assez importantes qui, j'ai déjà vu chez certains clients, des adresses mail qui sont en fait, par exemple, imaginons fr.solidnames.com qui serait pour l'antenne française de Solidnames et un es.solidnames.com qui serait pour l'entité espagnole, par exemple. Je voudrais pas dire de bêtises ici, mais à mon avis, dans la mesure où je pense que pour pouvoir protéger le domaine d'expédition, je ne sais pas s'il est possible de publier, si c'est bien pris en compte le fait de publier une entrée SPF sur un wildcard. C'est quelque chose qu'il faudrait que je vérifie. Effectivement, c'est une bonne question. Sur des cas comme ce que tu viens d'évoquer, je pense que dans ce cas-là, on aurait des entrées, des serveurs de messagerie associés à chaque sous-domaine et une entrée SPF associée aussi sur chaque sous-domaine. Ce serait la façon de déployer ça, puisque ce serait des infrastructures potentiellement différentes. Et dans Dmarc, pardon, il y a des paramètres qui sont mis en œuvre pour indiquer si la politique doit s'appliquer également aux sous-domaines. Donc, dans Dmarc, c'est explicite, il y a un paramètre qui est dédié à ça, au traitement des sous-domaines. Pour SPF, c'est une bonne question qu'il faudrait que je creuse pour pouvoir y répondre. Ok. A priori, on a fait le tour des questions. Je ne sais pas, on va laisser quelques secondes éventuellement s'il y a des dernières questions pour ça. Ok, les retours. Bon, écoutez, je pense qu'on a fait le tour de ce sujet donc, qui est assez dense. On vous remercie à nouveau pour votre participation et puis on espère pouvoir vous retrouver dans les prochaines semaines sur un autre sujet. Merci beaucoup et à très vite. Au revoir. Merci, au revoir.